Bon, Jean-Marc, bonjour. Bonjour Guillaume. Je te reçois dans le cadre de ce format que j'ai inauguré il y a quelques mois avec Laurent Bigot, le préfet Gilets jaunes, et Ouais. qui nous avait expliqué comment, qui nous avait donné un point de vue, en tout cas de l'intérieur, et c'est ce qui m'intéresse sur le fonctionnement des forces de l'ordre dans les manifestations. Et j'ai souhaité avoir ton point de vue d'habitant de la Guadeloupe sur ce qui se passe en ce moment à la Guadeloupe et aux Antilles. Et particulièrement parce que tu as reçu un héritage, en héritage un nom célèbre qui va parler à tous nos auditeurs, puisque tu es le petit-fils, je dis C'est bien, bien cela. c'est bien ça, le petit-fils d'Aimé Césaire. Alors Tout à fait, c'est bien cela. on va parler d'Aimé Césaire, mais voilà, ce que je te propose, c'est de te présenter, nous dire qui tu es et ce que tu fais dans la vie, Entendu. parce que c'est important, je crois. Tu as une activité tout à fait Ouais. particulière. Absolument Guillaume. De toute façon, quand tu as parlé d'héritage, je crois que l'héritage, il est là. C'est un héritage culturel. C'est un héritage aussi de transmission que moi, personnellement, je porte. Et au travers de ma structure qui s'appelle Ciné Roulé, nous travaillons, nous, en Guadeloupe, à propager la culture, mais par le biais de l'éducation populaire. Alors, c'est comment? C'est avec le cinéma. Hein, le cinéma étant, et bien sûr, un art littéraire. Nous proposons des projections en plein air, nous mettons en place des dispositifs nationaux comme collège de cinéma, lycéens et apprentis au cinéma, et puis passeurs d'images aussi, qui est un autre dispositif qui s'adresse au tout public, mais surtout aux moins de 25 ans, et ceux dans les quartiers les plus défavorisés de la Guadeloupe. Et donc, ça fait quand même déjà 25 ans que je fais cela, quoi. D'accord. Ouais. Donc tu connais bien les gens et tu connais bien Le territoire l'île, le aussi. territoire. Ah oui, Voilà. ah oui. Et c'est ce qui m'intéresse, c'est ce pourquoi en fait j'ai eu l'idée de faire appel à toi. Alors on peut parler un petit peu de ton aïeul, parce oui, que mais je Aimé pense que Césaire, il est très connu justement sur cet aspect. Enfin moi c'est comme ça que je le connaissais. Je le connaissais comme un homme de lettres, comme un écrivain, comme un poète. Enfin il est très souvent présenté comme tel, mais beaucoup plus rarement du fait de son engagement politique. c'est vrai. Aimé Césaire a été député. Oui, depuis 1946, d'ailleurs, juste après Ouais. la Seconde Guerre Tu peux nous mondiale. en Hein, parler? Ouais. absolument, il a été élu député communiste à l'époque, Ouais. en 1946. Et figurez-vous qu'il est à l'origine, avec Gerty Archimède, de cette fameuse loi de départementalisation qui fait que nous sommes aujourd'hui aux Antilles et en Guyane, département français. C'est ça. Césaire a été rapporteur à l'époque, Ouais. et on peut dire qu'il est quelque part le père fondateur de ce statut que nous avons aujourd'hui et qui fait débat, puisqu'on parle aujourd'hui d'autonomie. Ouais. Donc, voyez-vous, comme quoi l'histoire nous rattrape. N'est-ce pas? On reviendra sur cette idée qui a été émise de façon, de mon point de vue, tout à fait étonnante par le Cornu. Enfin, il cherche une porte de sortie à une situation qui, à mon avis, il ne maîtrise plus du tout, là, nos gouvernants. Mais effectivement, j'avais vu ça. J'ai découvert en fait qu'Aimé Césaire était à l'origine de la départementalisation des anciennes colonies. Hein. Tout à fait. Et je crois que en réalité, c'est une part pas négligeable de ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'en fait, cette départementalisation en 1946, elle a été vendue comme un accès à l'égalité. C'est-à-dire qu'on sortait de la colonialité, je vais le dire comme ça, on sortait de la colonisation, et avec, il faut replacer les choses dans leur contexte. Hein. 1946, on n'est quand même pas très loin, pas très longtemps après l'abolition de l'esclavage. Donc même 1948, ça fait à peu près 98 ans après. C'est ça. Alors on n'est pas si loin que ça, et donc il y a dans cette départementalisation, il y a une façon pour l'État de dire, voyez, vous accédez à l'égalité. Or, on peut aujourd'hui, 1946, pour nous, c'est aussi proche, hein, c'est encore très proche. On peut dire que cette égalité, en réalité, elle n'a jamais été obtenue par les Antillais, par les Guadeloupéens, les Martiniquais et les Guyanais. Quel point de vue tu as là-dessus? Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Hein. C'était un travail qui a été fait à l'époque parce que les Antilles étaient exsangues suite à
au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Il y avait un défaut d'infrastructure, il fallait reconstruire. Figure-toi que pendant la Première Guerre mondiale, par exemple, j'ai appris que la Guadeloupe avait, surtout Pointe-à-Pitre, avait envoyé de l'argent à la France pour reconstruire Paris. Alors, je trouve ça assez incroyable, quoi. Les colonies, c'était ça, quoi. C'était, on pompe tout ce qu'il y a là-bas et pour ramener à la métropole, entre guillemets, quoi. Voilà, c'était ça. Et donc là, je pense que ça a été, d'un point de vue de Césaire, c'était une manière, quelque part, de reconstruire le pays et de voir dans quelle mesure on pouvait justement aller vers cette fraternité et cette égalité qui a eu du mal à s'imposer. Je crois que dans les esprits, on est toujours resté, en fait, un petit peu dans le système colonial. D'ailleurs, le fait qu'on ait toujours des monocultures en Guadeloupe, le système même, je dirais, de fonctionnement de la Guadeloupe reste colonial dans les faits, même si sur le papier, nous ne sommes pas une colonie. Ouais, mais l'esprit colonial y est encore. Ouais. Et puis, les anciens colons, aujourd'hui qu'on appelle les béquets, en fait, ont pu garder leurs avantages, leurs intérêts. Ils n'ont jamais été menacés, en vérité. Et même à l'abolition de l'esclavage, ils ont été dédommagés par la France pour libérer les esclaves. Donc tu vois, c'est tout ça comme on dédommage aujourd'hui les producteurs d'énergie du manque à gagner sur... Absolument. Voilà, en fait, oui. Ou les producteurs de bananes aussi, parce que le foncier encore appartient à ces riches planteurs. Ouais. Alors moi, je connais très mal, pour tout dire, le fonctionnement, le tissu des Antilles. Moi, j'ai passé une année dans un autre territoire d'outre-mer qui est celui de la Nouvelle-Calédonie. Le schéma est à peu près le même. On trouve des vieilles familles de colons qui tiennent les commerces, qui tiennent les entreprises, qui tiennent les industries, qui tiennent quelques postes comme ça clés dans le territoire et qui cadenassent tout le système. Donc, je crois qu'il y a enfin, en tout cas, le message qui passe en ce moment en boucle depuis le début de la grève en Guadeloupe, c'est que tout ça, c'est la faute des anti-vax, des gens, tu vois, qui veulent pas accepter le fait qu'on les vaccine, etc. C'est ça, etc. Donc, le gouvernement essaye de mettre la responsabilité des événements sur ce schéma-là, enfin sur ce point-là, alors qu'en réalité, on est sur quelque chose de beaucoup plus vaste. Bien sûr. Il y a eu déjà des premiers événements en 2009, ça fait quand même à peine 12 ans. 12 ans, ouais. Voilà. Ces problèmes n'ont toujours pas été résolus. La vie chère, le chômage, tout ça n'est pas résolu. Et les promesses qui avaient été prises à l'époque n'ont pas été respectées non plus. Ouais. 2009, c'est Sarkozy. Exact. Qui est au pouvoir. Son ministre des Outre-mer, je me souviens. Yves Gégaud. Il s'appelait Yves Gégaud. L'inénarrable Gégaud. Oui. Exactement. Et en fait, on les connaît pas parce que je vois Le Cornu, par exemple, sauf cette semaine. Ça fait, je ne sais pas depuis combien de temps il est ministre, mais personne ne l'a vu, quoi. C'est-à-dire qu'il a. Non, c'est vrai, c'est juste. Je pense qu'il a pas dû sortir de son bureau, du bureau de son ministère, ou si peu depuis 4 ans. Oui, parce que tu parlais la question du chômage. Moi, je reviens sur la question sociale parce que je pense que ce qui met le feu aux poudres ces derniers jours, c'est pas que la question du vaccin, c'est pas que la question de l'obligation vaccinale. Ça, en fait, c'est le truc. C'est la goutte d'eau. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. La question du vaccin, parce que rien n'était fait pour les gens depuis des décennies. Et puis là, on dit oui, ça c'est important, alors qu'il y a des choses encore plus importantes qui ne sont pas encore traitées. Tu me parlais de plus de 60% de la population de moins de 25 ans qui est au chômage. C'est absolument. C'est du délire. Et on pousse les jeunes à partir, à quitter l'île. Et à l'époque, il y avait même dans les années 60, 70, il y avait même un organisme qu'on appelle le Bubidum, qui poussait les jeunes à partir avec des emplois réservés en France, dans le domaine, dans les hôpitaux. Ce qu'on appelait les filles de salle pour nettoyer les hôpitaux et tout, à la poste, dans les musées, enfin voilà. Les administrations. Alors, ce qui a un effet pervers en réalité, parce que pour accéder à ces emplois, j'ai fait un billet récemment sur la situation en Guadeloupe et je parle du Bumidum parce que pour moi le Bumidum, c'est une espèce d'aberration comme ça, c'est-à-dire que on remet en place un système de traite. J'emploie des mots extrêmement forts et je le fais exprès. Mais on remet en place un système de traite dans l'autre sens
pour ramener vers l'Hexagone les gens dont on pense qu'ils ont un potentiel. En l'occurrence, ce n'était pas un potentiel de force physique pour travailler dans les champs, mais c'est un potentiel intellectuel. C'est-à-dire que pour travailler dans l'administration, même s'il y a des emplois, s'il y a des postes réservés, il y a quand même des concours, etc., etc. Donc, il faut quand même passer les concours. Donc, il faut avoir le bagage intellectuel suffisant pour passer des concours, pour accéder à ces postes-là. Donc, ça veut dire qu'en plus, on a pris comme ça dans les Antilles, dans les départements d'outre-mer, on a pris la jeunesse capable, intellectuellement capable, pour la transporter dans l'Hexagone, tout à fait, pour occuper. Donc, on a détruit, en réalité, on a détruit la richesse, la force de travail du pays. La force de travail du pays. Mais c'était voulu. C'était voulu parce qu'il fallait. Dans les années 60, il y avait des mouvements autonomistes et indépendantistes, et il fallait casser ces mouvements. Il les cassait c'était en faisant partir cette jeunesse. Il y avait le gong en Guadeloupe. Ils avaient des armes, ils posaient des bombes, ça ne rigolait pas. Les années 60, c'était voulu. Il y a eu beaucoup de morts d'ailleurs. En 67, il y a eu une répression féroce en Guadeloupe avec plus d'une centaine de morts. Les forces de l'ordre ont tiré à vue. Et ça, c'était impensable en France, dans l'Hexagone, qu'on puisse tirer sur les gens en 67. C'était quand même De Gaulle à l'époque. Et son ministre de la France-Afrique était d'ailleurs, pour beaucoup dans cette histoire, un certain Focard. Je ne sais pas si tu dis quelque chose. Focard. Oui. Voilà. Qui a des origines guadeloupéennes d'ailleurs. Ah oui? Oui, donc il y a une bonne connaissance du système colonial. D'accord. Et alors, c'est terrible parce que, du coup, oui, effectivement, parce que c'était les jeunes qui étaient plus sensibles, j'imagine, à ces mouvances indépendantistes. Bien sûr. Donc, il fallait je dirais, arracher la mauvaise herbe. Puis les gens qui partaient même sans formation, qui étaient quasiment mis dans une sorte de camp autour de Paris, pour être formés à être femme de ménage, à savoir coudre, tout ça, surtout chez les jeunes femmes. Mais c'était enfermé quasiment. Ça ressemblait à des camps. C'est hallucinant. Et ça, je pourrais te fournir des documents là-dessus par la suite, sans aucun problème. Il y a un très bon documentaire qui a été réalisé par les Martiniquaises qui s'appelle en créole Jambé de l'eau. Ça veut dire passer par-dessus l'océan, Jambé de l'eau. D'accord. Ok. Ben oui, avec plaisir, parce que je trouve que l'information ne passe pas en réalité. Non, l'information ne passe pas. C'est voulu. Oui, ça, je leur fais confiance. Au mois d'août dernier, pour la vaccination en France, on nous a instrumentalisés. C'est-à-dire qu'on dit, vous voyez l'exemple des Guadeloupéens qui ne se vaccinent pas, ils meurent, ils tombent. On a eu plus de 300 morts. Ils tombent parce qu'ils n'ont pas fait le nécessaire. Et les gens, ça a convaincu les derniers résistants en France de se faire vacciner. C'est ça l'idée. Quelle est la situation aujourd'hui dans les hôpitaux ça va beaucoup mieux. Je crois qu'on a le taux d'incidence le plus bas de France en ce moment. D'accord. C'est incroyable. Donc, ça veut dire, venez en vacances chez nous. Oui. On a de magnifiques plages et le virus circule peu. En Guadeloupe, en Martinique, c'est différent. Oui. Alors, j'ai vu une image ahurissante tout à l'heure sur les réseaux sociaux. Alors, je ne sais pas si c'est en Guadeloupe ou si c'est en Martinique, mais il y a un cordon comme ça de gendarmes, oui, j'imagine que ce sont des gendarmes, qui sont alignés comme ça tous les 3 mètres ou les 4 mètres dans la rue. Et il y a une gendarmette qui leur passe la bouteille d'eau. Et le commentaire, c'était bonjour les gestes barrières. Tu vois, ils boivent tous à la bouteille les uns après les autres. Donc, il n'y a pas de virus, en fait. Il fait très chaud. Il se passait la bouteille. Oui, il se passait la bouteille comme ça, vas-y, tranquille. Donc, d'autant plus que, je dis, ils ont échappé à l'obligation vaccinale, quoi. Donc, c'était assez étonnant de voir ça. Comment a été vécue la visite de Le Cornu là? Est-ce que tu peux nous dire un mot de Oui, alors déjà le fait que sa visite n'était pas prévue puisqu'il a décidé de venir brutalement sans prévenir personne, même pas les élus. D'accord. Dimanche, il est arrivé dimanche, mais vraiment c'était une visite éclair, 24 heures. Il y a eu une rencontre de 10 minutes à la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre. Ah oui. Donc il n'y a pas eu de dialogue ni d'échange. Je crois qu'il était venu en fait présenter un petit peu ses volontés, mais
sans écoute véritable. Ouais. Et le problème qu'il y a aussi, c'est que la veille, le samedi, il y a eu une grande manifestation à Pointe-à-Pitre et à Basse-Terre qui a réuni plus de 10 000 personnes. Ah oui, quand Alors, même. quand vous avez un ministre qui dit que ce sont quelques personnes, quelques réfractaires, des gens qui sont en fait, ils ne sont pas du tout la majorité, c'est assez troublant de voir qu'il y ait plus de 10 000 personnes qui se soient déplacées et qui aient manifesté à la veille. Donc, il n'y a pas eu rencontre véritablement. Il a décidé du cadre lui-même en disant qu'il ne voulait pas plus de 10 personnes. Au final de compte, il y a eu 4 syndicalistes qui sont quand même venus pour présenter un petit peu leur... Pardon de t'interrompre, mais 10 personnes, ça fait même pas la totalité des organisations syndicales. Ils sont 30. Eh oui. Ils sont 30. Ouais. Donc c'est hors sol. Et alors, j'avais vu cette communication qu'il a faite où il dit pour le préalable, c'est que les organisations syndicales, les élus, etc., condamnent les violences qui ont eu lieu sur le territoire. J'ai trouvé ça complètement hallucinant, quoi. C'est-à-dire que mais ça, c'est une forme de volonté de soumission. Hein. On veut soumettre l'autre. Ouais. Et donc, c'est le préalable. Or, ils sont pas du tout, ces syndicats ne sont pas du tout comptables de ce qu'on fait les jeunes dans les rues. Bien sûr. Ils sont pas envoyés en disant tiens, allez cambrioler tel ou tel commerce et tout ça. Non, ils y sont pour rien. Si simplement, ces jeunes ont surfé sur une situation qui est compliquée chez nous. Et je crois aussi que ces jeunes sont là depuis des années laissés pour contre. On s'en occupe pas. Ouais. Les moyens qui sont alloués justement pour faire du social se réduisent en peau de chagrin. Les pouvoirs des communes, les communes sont hyper endettées en Guadeloupe, elles n'ont pas d'argent. Donc, il y a moins en moins d'actions qui sont menées. Donc, du coup, on a une frange de la société chez les jeunes qui est carrément oubliée, quoi, qui sont vraiment sur la route, quoi. Ce qui est un genre de paradoxe, parce que, mais c'est peut-être aussi lié à l'organisation, c'est-à-dire que si tu m'arrêtes si je me trompe, mais j'ai cru comprendre que les départements faisaient aussi office de région, c'est-à-dire qu'il y a les deux. Ah oui, je vois. Nous sommes des monodépartements région. C'est ça. Voilà. Et les compétences que peuvent se chevaucher, voire un petit peu se compléter, c'est vrai. Ouais. Mais ça, c'est pas vrai pour la Martinique quand même, hein, ni pour la Guyane, qui sont devenus c'est juste la Guadeloupe. Juste la Guadeloupe. D'accord. Sont devenus des collectivités territoriales. Donc, il y a une seule assemblée en Martinique, une seule en Guyane. Et en Guadeloupe, on a un département, une région, parce qu'ils ont souhaité garder le même statut qu'ils avaient auparavant. Je crois que c'est une sorte d'article, article 73 de la Constitution, qui fait que nous sommes un département à part entière, comme ce serait un département, je sais pas moi, de Normandie ou de Bretagne, voilà quoi. Sauf que mono-département région. Donc avec un président de région et un président de département sur le même territoire. Ouais. Et avec du coup des budgets, parce que j'ai vu une critique qui était faite par des défenseurs vraisemblablement de la politique du gouvernement, c'est que, en tout cas en Guadeloupe, les dépenses par habitant des communautés territoriales étaient beaucoup plus élevées que la moyenne de l'Hexagone. Alors, je ne sais pas si toi, tu as des infos là-dessus. Pas d'infos, mais par contre, il faut quand même tenir compte d'une chose, c'est que nous sommes un archipel. Oui. Ce qui veut dire que notre insularité, elle est multiple. Elle est vraie sur le territoire de la Guadeloupe proprement dit, c'est-à-dire Basse-Terre et Grande-Terre, mais pour les Désiradiens, pour les Marie-Galantais, pour les Saintois, il y a la double insularité qui fait que le coût de la vie aussi est beaucoup plus cher chez nous. Oui. Et nous vivons énormément d'importations. Oui. La production locale ne suffit pas à nourrir toute la population. C'est ce qui est, voilà, et ça, je le relie à ce que tu nous disais à l'instant sur le fait que l'agriculture de la Guadeloupe est très monolithique. C'est-à-dire qu'il y a les monocultures, la canne ou la banane. La canne ou la banane, quoi. Et du coup, quasiment pas d'agriculture vivrière, c'est-à-dire que il n'y a pas d'indépendance alimentaire en réalité. En réalité, non. Pas du tout. D'accord. Donc, tout est importé à des prix. Alors, moi, j'ai découvert des choses qui m'ont fait halluciner debout avec des prix qui allaient de plus 50 à plus 100, voire 150% par rapport au prix de l'Hexagone. Enfin, tout à fait. Et des importations. J'ai vu que, par exemple, la Guadeloupe importait du poulet depuis l'Hexagone. Enfin, on peut pas élever du poulet. On peut pas élever du poulet. Nous avons des élevages de poulet. Nous en avons. Mais en plus, nous mangeons ce que les Français ne mangent pas.
Ah bon? C'est-à-dire que dans la volaille, par exemple, ce qu'on appelle les ailes de dinde, Ouais. on les mange, on nous les vend en Guadeloupe. Elles sont souvent congelées. Ouais. Ce sont des parties de la volaille qui ne sont pas mangées dans l'Hexagone. D'accord. Hein. Donc voilà, ce sont des morceaux, des parties de certains animaux quoi, que nous mangeons, qui ne sont pas mangés en France. Je ne sais pas pourquoi, si c'est parce que c'est pas bon ou je ne sais pas. Voilà, donc on vit beaucoup d'importations. Ouais. Et la congélation, je ne sais pas si le suivi du froid se fait correctement, mais enfin voilà. Oui. Et on a creusé récemment la mer, donc là ça pose un problème même, je dirais, d'environnement, puisque dans le grand cul-de-sac marin, pour recevoir les gros containers, les gros bateaux, ils ont dû creuser, enlever du sable, et pour encore déverser plus de marchandises sur ce territoire si petit finalement. C'est un truc. Mais localement, rien n'est fait pour développer l'agriculture locale et, comme tu disais tout à l'heure, vivrière. Ouais, bah, c'est-à-dire que si tu mets la Guadeloupe sous perfusion de quoi que ce soit, si tu la mets sous perfusion d'argent, si tu la mets sous perfusion d'arrivées comme ça, de denrées, quel que soit le flux, tu la rends dépendante. Enfin, voilà, absolument. D'où cette phrase qu'il a dite, vous, si vous voulez l'autonomie. Oui. Alors, le Cornu, je voudrais te faire écouter. Je ne sais pas si tu l'as vu cette vidéo, mais je voudrais qu'on la réécoute. Il est interpellé par une habitante. Moi, je te promets, elle m'a vraiment fait. Et je suis même étonné qu'elle ait pu arriver jusque-là. Mais bon. Ouais. Alors, la voilà. Ah mais non, je crois que vous ne savez pas trop. Par contre, moi, je sais reconnaître quelqu'un qui a fait les grandes écoles et qui n'a jamais été sur le terrain. Mais j'en sais rien, mais certainement. En tout cas, c'est de la communication. Mais je ne suis pas une pauvre dame, je suis une citoyenne. C'est l'inverse. Et quand vous êtes méprisant, la population, moi, je suis d'origine sûrement plus populaire que vous. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Et bien, ça m'étonnerait. Alors, c'est court, le son n'est pas, le son n'est pas excellent, mais on entend quand même un ministre de la République mépriser cette femme. Enfin, je veux dire, il la traite comme. Enfin, s'il a traité les organisations syndicales et les élus de cette façon-là, je suis pas surpris qu'il se soit fait renvoyer au 22 mètres. Enfin, c'est invraisemblable. Puis ce concours d'origine populaire. Enfin, oui, d'origine populaire, oui. Non, mais il est fou, quoi. Enfin, il s'adresse à une citoyenne en lui disant, ma pauvre dame. Enfin, tu sais, c'est le casse-toi pauvre con de Sarkozy, quoi. D'ailleurs, le Cornu est issu de l'UMP, hein. C'est la même souche. La même famille. C'est la même famille. Non, mais voilà. Qu'est-ce qu'il cherche à faire, selon toi? C'est quoi l'objectif? Pour moi, c'est pas un communicant. C'est pas quelqu'un de. D'ailleurs, tu disais tout à l'heure que tu l'avais très peu vu, mais nous aussi, nous l'avons très peu vu. Depuis qu'il est ministre des Dom-Tom, on l'a très peu vu. C'est quelqu'un qui est conseillé par un ancien préfet de la Guadeloupe, d'ailleurs, M. Philippe Gustin, qui est son conseiller très proche. Il est directeur de cabinet de son ministère. Et je crois que le Cornu, il a le manque d'expérience, il est jeune, c'est vrai, mais il n'a pas. C'est pas un communicant, vraiment pas un communicant. Il n'a pas su avoir les mots qu'il fallait, il a rassuré personne. Il a voulu passer en force. Pensant que les gens allaient avoir, par rapport à son statut, allaient s'écraser, mais c'est une erreur. C'est mal connaître les Antilles. Et le mépris, c'est ce qu'il y a de pire. Non, mais moi, j'ai vu des émeutes en Guadeloupe dans les années 80 parce qu'un enseignant blanc avait donné un coup de pied à un élève. Et le coup de pied chez nous, alors, il paraît qu'en France, ça passe très bien, le coup de pied. Mais chez nous, le coup de pied, c'est très connoté. C'est ce qu'ils ont dit. Hein. C'est très connoté. C'est très connoté esclavage, quoi, quand même. Et ça s'est très mal passé. Il a dû quitter le territoire. Donc, c'est ce genre d'erreur. Cette méconnaissance, en fait, du territoire qui fait. Moi, ce sont des erreurs qu'il fait. Hein. Ce sont des erreurs. Et je crois qu'il devrait, à mon avis, on devrait changer de ministre. Enfin, j'espère. Oui, enfin, j'espère aussi qu'on va changer de ministre d'ici quelques mois, définitivement. Non, mais il ne rend pas service à sa famille politique. Il ne rend pas service du tout. C'est très clair. C'est une erreur. C'est une erreur stratégique même. Je voudrais, alors, pour mettre les choses un petit peu en contraste, je voudrais te proposer de regarder, d'écouter une autre vidéo qui est une vidéo de notre députée Mathilde Panot,
Ah oui. La députée de la France Insoumise, Mathilde Panot. Qui a fait un travail énorme en Guadeloupe pour justement sur l'eau. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre. En Guadeloupe, en pleine pandémie, il n'y a pas d'eau pour se laver les mains. Les habitants s'approvisionnent avec des citernes qu'ils ont eux-mêmes payées ou avec des tours d'eau. Les enfants ratent jusqu'à 1 mois et demi de cours par an parce qu'il n'y a pas d'eau à l'école. Les nappes phréatiques sont polluées au chlordécone qui empoisonne les corps et les terres. Mais rassurez-vous, le RAID et le GIGN sont sur place. En Guadeloupe, au pic de l'épidémie, il n'y avait pas de masques, pas de tests, pas de médicaments, pas de respirateurs. L'été dernier, à l'hôpital de Pointe-à-Pitre, on comptait seulement 2 infirmiers pour 100 patients. Avec 20% de lits en moins, l'hôpital était devenu un mouroir. Mais rassurez-vous, le RAID et le GIGN sont sur place. En Guadeloupe, le taux de chômage s'élève à 17%. 60% des moins de 30 ans n'ont pas d'emploi. Un tiers de la population vit sous le seuil de pauvreté. Pourtant, les prix de l'alimentaire sont supérieurs de 32% à ceux de France hexagonale. Mais rassurez-vous, le RAID et le GIGN sont sur place. Monsieur le Premier ministre, vous auriez pu investir dans l'hôpital public, dans les canalisations en ruine, dans la dépollution des terres. Vous auriez pu déclencher en urgence le plan Orsec eau potable, bloquer les prix sur les produits de première nécessité, écouter les revendications de la population qui, ne vous en déplaise, débordent largement les seules questions de mesures sanitaires. Mais non, à la place, vous instaurez un couvre-feu arbitraire et envoyez le RAID et le GIGN comme s'il s'agissait d'ennemis de la République. La matraque n'a jamais été une réponse à la colère sociale. Monsieur le Premier ministre, si vous voulez la paix, le rétablissement de l'ordre républicain, comme votre ministre l'a dit avec outrance et mépris, commencez par mettre un terme à la maltraitance sociale de nos compatriotes guadeloupéens. En Guadeloupe et en Martinique, la situation est très grave. Vous devez impérativement choisir la désescalade et le dialogue. On ne lutte pas contre une épidémie en réprimant le peuple. Merci. Effectivement, Mathilde Panot à la tribune de l'Assemblée qui interroge le gouvernement sur la situation et qui effectivement évoque cette question dont tu parlais de l'eau. Alors, encore une fois, on ne peut pas y croire. C'est-à-dire qu'ici, dans l'Hexagone, on ouvre un robinet d'eau, on a de l'eau, elle n'est pas toujours potable. Ah si, elle est toujours potable. Elle est, bon, d'accord. Parfois, elle a un petit goût de chlore, tu vois, enfin un truc un peu désagréable. Mais moi, ce que j'ai vu, c'est de l'eau noire qui coule des robinets, c'est des eaux usées, c'est de l'eau pas tous les jours. Je croirais dans un pays, on va le dire pudiquement, en voie de développement. Enfin, c'est ahurissant quand même. C'est ahurissant. Et là-dessus, d'ailleurs, Monsieur Lecornu dit que c'est de la faute de nos élus. Alors, oui, forcément. Voilà, c'est pas l'État. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que l'eau était très bien. Quand j'étais gamin, l'eau qu'on avait était de bonne qualité. Mais ne voit-il pas que, dans un souci de libéralisation, on a vendu l'eau à Veolia chez nous. Et Veolia a exploité l'eau, donc une boîte privée, sans pour autant faire l'entretien. Ils se sont fait un max de pognon et on ne les a plus revus depuis. Alors, c'est facile de dire que ce sont nos élus, mais bon, c'est vrai que les élus de l'époque qu'on avait aussi, bon, c'était des élus proches à l'époque de monsieur Chirac, et qui ont eu une politique libérale, quoi. Donc, on a privatisé l'eau. On a privatisé un bien commun. Bien sûr. Quelle idée de privatiser un bien commun. Bien sûr. Quand tout sera privé, on sera privé de tout. Mais je crois que c'est la réalité. On le voit là. Enfin, c'est inimaginable. C'est-à-dire que l'eau, enfin, c'est la vie, quoi. C'est le premier besoin. Tu peux te passer de manger pendant 3 jours. Tu peux pas te passer de boire pendant 3 jours. Enfin, de boire de l'eau, De l'eau, bien sûr, bien sûr. Tu peux pas. Sinon, tu meurs. Enfin, c'est-à-dire que voilà, on peut se passer de manger, on peut pas se passer de boire. Et c'est encore une fois, je crois. Alors, il y a peut-être. Le fait de mettre ça dans les mains d'entreprises privées, pour moi, c'est déjà ces cartons rouges. Mais il y a peut-être eu effectivement ensuite des négligences de la part des élus, mais je ne veux pas leur jeter la pierre. Enfin, je veux dire, c'est pas le sujet. Mais que l'État, qui est le garant du bien commun
de l'intérêt général. Oui, je veux dire, c'est écrit dans la Constitution quand même. Hein, le gouvernement, enfin le président et le gouvernement travaillent à l'intérêt général. Ils ne travaillent pas à l'intérêt particulier des multinationales françaises. Le fait qu'on en soit à cette situation-là, enfin, c'est insupportable. Enfin, j'imagine que les gens se résignent. Enfin, tu crois qu'ils se résignent à ça, les Guadeloupéens, les Antillais? Ah non, pas du tout. Non, il y a des mouvements qui se sont créés autour de l'eau pour réclamer de l'eau dans les robinets, des associations dans toutes les communes. Pas du tout. Alors, il n'y a pas de résignation. Mais bon, le retour qui en est fait au niveau national, c'est extrêmement étroit. Il y a pas, c'est uniquement local que les choses se passent comme ça, quoi. Ouais. Il y a cette réclamation. Alors, et puis là, j'ai appris récemment qu'il se pourrait qu'on ait des coupures d'eau, mais plus grave encore. Ah oui, plus grave encore. Oui, qu'est-ce qu'on a déjà comme que ce que vous avez déjà. Ouais. Absolument, parce que les employés de la nouvelle société qu'ils ont créée récemment ne sont pas payés. D'accord. Bon, donc ils vont rentrer en grève eux aussi. Ouais. Non mais qu'il y ait des coupures d'eau, comme ça pourrait arriver ici, qu'il y ait des coupures de service, parce que les salariés sont en grève, parce qu'ils n'ont pas été payés, dire par solidarité, on accepte le truc. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Mais accepter ça quand ça fait déjà des mois, des années, des décennies, qu'on se fout de toi, que ça dure, que tu as de l'eau polluée au robinet quand tu en as, et qu'on te met ça en plus. J'avoue que moi, je suis très admiratif de... On est dans un chaos. On est dans un chaos chez nous. Hein, et donc, les gens font des dépressions. Enfin, mentalement, les gens ne sont pas bien ici. Ça, c'est évident. Il y a des problèmes. Il y a même dans les familles, il y a des déchirements qui se font à cause de cela, à cause de l'eau, le problème de l'eau, à cause aussi de la crise sanitaire. Il y a des déchirements, il y a des gens qui sont morts alors qu'ils ne devaient pas mourir, ils ont par manque de soins. Les médecins qui soignaient, on les a mis de côté aussi. Ils ont été... on leur a enlevé la possibilité de soigner les gens parce qu'ils n'ont pas accepté d'être vaccinés. Ça, c'est terrifiant. Donc, l'offre de soins a diminué énormément en Guadeloupe. C'était déjà pas terrible avant, mais c'est encore pire aujourd'hui. Alors, si on veut vraiment aider les gens, est-ce que c'est en diminuant l'offre de soins? Je ne crois pas. Et puis, en envoyant le RAID et le GIGN. Ah oui, c'est pas eux qui vont nous soigner, hein, ça c'est sûr. Et ça, c'est, enfin, quand j'ai lu ça la première fois, je me suis demandé si j'avais bien lu. Tu vois, pour te dire à quel point j'ai vu cette info. Je crois que c'est 200 militaires du GIGN et une quarantaine d'agents du RAID qui sont envoyés sur le premier contingent. Puis là, ils en renvoient d'autres. 70. Le RAID et le GIGN, ce sont des troupes d'élite. Ce sont des gens qui interviennent dans des opérations de grand banditisme ou antiterroristes. Donc, ça veut dire que dans la tête de nos gouvernants, aujourd'hui, la population de la Guadeloupe, il y a un signe égal avec terroriste ou bandit de grand chemin, quoi. Enfin, c'est sûr. Alors que ce sont des petits jeunes qui ont quand même cassé, c'est vrai, des commerces, mais ça n'a rien à voir avec le grand banditisme, c'est certain. Non, mais je veux dire, et moi, c'est là où j'ai fait un parallèle avec ce qui se passe dans l'Hexagone, dans les quartiers populaires, parce que je pense qu'on a des ressorts sociologiques qui sont quand même extrêmement proches dans les deux situations. Que des gamins montent des barricades, foutent le feu, etc. Et puis, tirent un coup de feu en l'air, tu vois. Parce que je crois, moi, personnellement, je vais te donner mon avis, je ne crois pas que les mômes aient délibérément assailli les forces de l'ordre à coups de feu. Enfin, ça me paraît assez spécieux comme information. Quand on sait, par exemple, il y a un épisode qu'on a évoqué ensemble, qui est celui de cette fameuse armurerie. Donc tu peux nous en parler peut-être. Absolument. Mais on a une armurerie effectivement à Jarry qui aurait été cambriolée et les armes volées. Et en vérité, c'était faux, quoi. C'était une fake lancée par les médias, les médias locaux, mais comme Guadeloupe Première ou comme RCI. Les médias de l'officialité. Absolument. Et c'était complètement faux. Pareil, ils ont raconté aussi que la douane maritime a été cambriolée, qu'on leur a volé des armes. Et là aussi,
On ne sait pas. Ça me paraît assez. Alors, il faut trouver des arguments pour expliquer les forces qui viennent ici, quoi. Ouais. Ce que j'ai lu sur cette affaire d'armurerie, là, c'est que parce qu'il y a le propriétaire de l'armurerie a fait un communiqué sur les réseaux sociaux. Oui, tout à fait. Pour dire oh là là, mais pas du tout. En réalité, oui, on a été cassés. Ils ont cherché des armes qu'ils n'ont pas trouvées parce que compte tenu de l'ambiance, la situation, ils avaient retiré les armes. On a tout déménagé 2 jours avant. Donc et donc voilà. Et donc voilà comment en fait les médias, ce que moi j'appelle les médias de l'officialité, nous montrent des bateaux et nous font croire des choses qui sont pas vraies. C'est vrai. C'est juste. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des armes qui circulent en Guadeloupe, parce que nos frontières sont très poreuses. Oui. Mais ce sont des armes qui viennent des îles voisines. Il y a on a une criminalité effectivement autour de la drogue qui est assez importante, mais ces gens-là n'ont pas intérêt à être visibles pour continuer à faire leur business. Oui, je crois pas que ça soit. C'est pas le même public. Je crois pas que ça soit dans leur intérêt de monter des barricades, de faire des feux et de se faire. Au contraire, c'est pas bon pour eux. C'est pas bon pour le bise. Oui, parce que les armes qui circulent, nous on le voit ici dans l'Hexagone, il n'y a pas de raison que ça circule. Chez nous, il y a plus de 7 millions. Enfin, on considère qu'il y a 6 à 7 millions d'armes qui sont en circulation en France. Alors, quand je dis en France, je globalise. Hein, oui, bien sûr. Et tout, là, en ce moment, tous les 3 jours, toutes les semaines, ils arrêtent des tarés d'extrême droite qui. Ils en ont arrêté pas loin de chez nous, pas loin de chez moi, avec 200 kilos de munitions. Il y a 200 kilos. Donc voilà. Donc oui, je suis pas avec dans le quartier où tu es, mais quand je dis le quartier, c'est la zone Caraïbe. Il doit y avoir effectivement un petit peu de criminalité organisée. Bien sûr que ça existe. Voilà. En Martinique, en Guadeloupe et surtout à Saint-Martin. Ouais. Mais en fait, je pense que c'est tous ces gamins là, ils sont juste désespérés en fait, parce que absolument, ils sont désespérés. Il y a plus, ils peuvent pas se projeter dans l'avenir. Qu'est-ce qu'on leur propose? Même certains sont diplômés, mais n'ont pas de boulot. Et on leur dit oui, il faut partir. Voilà. Régulièrement, c'est ce qu'il leur est dit. Ce qui est un truc donc, de fou. C'est un truc de fou. Donc là, c'est les jeunes qui sont vraiment en perdition par rapport à cela. Quoi. Rien ne leur est proposé. Ouais. Donc c'est ça en fait. On assèche l'île et les îles, parce que j'imagine qu'en Martinique c'est pareil, en Guyane ça doit être à peu près la même chose. On assèche donc le périmètre de ces forces vives, on enlève les gens qui ont les diplômes, qui ont les formations, donc pour les, j'allais dire déportés, tu vois quand même à quel niveau pas jusque là, mais bon, j'en suis arrivé. Mais pour les transplanter, en tout cas, pour les transplanter dans l'Hexagone. Et du coup, je veux dire, comme ça, on dessèche le système localement. Voilà, il n'y a pas de retour de ces jeunes après. Il n'y a pas de retour, ils ne reviennent plus. Donc, on a un pays qui vieillit, d'ailleurs énormément. La Guadeloupe a beaucoup vieilli. Oui, j'ai vu ça, et dont la population diminue, ce qui est un truc de fou. Je crois qu'il y a 10 ans, c'était plus de 400 000, 405, 410 000, et on doit être probablement à 390 ou 395 au dernier recensement. Donc, il y a 5% de population en moins en 10 ans, c'est colossal. C'est énorme. C'est colossal, et les gens vieillissent, et donc on va fleurir des EHPAD en Guadeloupe. Mais voilà, exactement. C'est pas pour tout le monde. C'est du bon pognon. Ben oui, non mais. Du coup, et la question sanitaire, dans le sens de la question vaccinale, je vais dire, c'est accessoire. C'est plus de ça dont on discute, quoi. C'est-à-dire. Et puis tu sais, dans les EHPAD en Guadeloupe, on a su préserver nos anciens. Ouais. Contrairement à ce qui se faisait dans l'Hexagone, il y a eu une hécatombe de personnes âgées qui sont mortes dans les EHPAD. Oui, c'est vrai. On n'a pas eu un mort chez nous. D'accord. Et grâce à quoi? Incroyable. Je pense que je crois que c'est lié à la culture antillaise. Hein. Nous sommes la famille étendue. Les parents, les proches, on protège nos anciens. Il n'y a pas cette rupture entre si tu veux, le système économique fait que nous ne sommes pas dans des familles mononucléaires. Tu vois, papa, maman et les enfants.
on a les oncles, les tatis, les tontons, les cousins, tout ce Oui, monde-là. c'est plusieurs cercles qui. On se soutient les uns les autres. Voilà. D'accord. Et alors, imagine demain, faisons un peu de politique fiction. Oui. Jean-Luc Mélenchon est élu président de la République. Il t'appelle, il te dit, Jean-Marc, je te veux comme ministre des Outre-mer. Tu acceptes. La première chose que tu fais pour les Antilles, pour la Guadeloupe, la première mesure à prendre, selon toi, c'est quoi? Si tu avais le pouvoir. Je crois qu'il faudrait effectivement rétablir les choses qui nous manquent. Hein. L'eau, véritablement un plan Marshall pour l'eau, c'est très important. Hein, que tout ce qui est bien commun puisse retrouver en fait un peu de force. Hein, l'eau, le travail des jeunes. Et puis investir en Guadeloupe proprement et investir. Hein, et sur l'import-export, retirer ce monopole de l'import au béquet. D'ailleurs, les grands supermarchés que nous avons aux Antilles, Guadeloupe, Martinique, appartiennent pratiquement à une seule personne. Je peux dire son nom, hein, c'est Bernard Ayotte. Oui, mais il y avait les mêmes en Calédonie, c'était la famille Ballande qui tenait tout le système. Il faut casser les monopoles. Pour qu'il y ait plus d'équité, il faut les casser. D'accord, donc il faut de l'égalité en réalité. Ah oui, il faut de l'égalité. Ok. Mais je serai jamais ministre, ça c'est certain. même si Mélenchon est président, j'accepterai pas parce que je tiens beaucoup à ma liberté. Oui, non, mais c'était histoire de planter un décor pour, tu vois, il est permis de rêver. Bien sûr. Et puis parce que je crois que, il l'a dit il y a pas longtemps d'ailleurs. Alors je sais plus si c'est dans une conférence ou une interview, mais je pense qu'il faut laisser aux gens qui savent le soin de faire les choses. Voilà. Et dans les entreprises, je crois que c'était à propos des entreprises où il disait ce sont les gens qui travaillent, qui sont là, qui savent ce qui est bon pour eux, ce qu'il faut qu'ils fassent. Et je crois qu'il faut effectivement, aux Antilles comme ailleurs en France, d'une manière générale, redonner au peuple, aux gens, le pouvoir de prendre les décisions et de faire les choses par eux-mêmes. C'est-à-dire que. Tout à fait. Voilà, je crois que tu parlais d'égalité. Moi, je pense que on a bien compris que la fraternité, c'était pas un vain mot aux Antilles, mais la liberté de faire les choses, la liberté d'entreprendre, enfin voilà. Alors que on voit bien et comprend bien à travers ce que tu nous dis que les choses sont quand même extrêmement cloisonnées. Extrêmement cloisonnées. D'ailleurs, dis-moi. Un jeune qui lance une entreprise et qui peut concurrencer justement ce qui se fait au niveau de l'importation, je pense à certains produits. Hein. Bon, allez, j'ai un exemple concret que je connais, mais ça n'a rien à voir avec une production locale. Hein. Je connaissais un jeune entrepreneur qui faisait venir entrer des voitures, des automobiles en Guadeloupe. Et le marché de l'automobile appartient au béquet. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu des bâtons dans les roues. Tant qu'il faisait entrer un véhicule, ça allait, on ne lui disait rien. Mais quand il a voulu faire entrer 10 véhicules, il a eu des problèmes. On a bloqué ces véhicules au Havre. Ensuite, il a eu les pires problèmes ici localement pour les dédouaner. Enfin, ça a été toute une. Du coup, il a dû céder. C'est terrible. Il a dû céder. C'est terrible. Moi, ce que je ressens à travers cette conversation qu'on a tous les deux, ce que j'ai pu voir ces derniers temps, c'est que la devise républicaine n'est pas du tout appliquée. Liberté, égalité, fraternité. Non, pas du tout. Pas du tout. Nous sommes encore dans un fonctionnement néocolonial, si je puis dire. Ah, totalement. Alors, justement, par rapport à cela, il y a différentes forces qui sont en Guadeloupe, parce qu'il y a quand même une bourgeoisie antillaise qui existe. Et qui aspire à plus de pouvoir local. Ils ne l'ont pas. Mais je ne sais pas s'ils ont une vision, je dirais, de gauche. S'ils ont une vision sociale aussi de leur peuple, comme ils ont le pouvoir économique un peu, ils souhaiteraient aussi récupérer le pouvoir politique. Et je les trouve un peu dangereux. Voilà. Ensuite, il y a... Bon, moi, je pense que les béquets sont vraiment une minorité infime. Ils sont là que parce qu'ils ont le soutien de l'État, en fait. Mais autrement, sans ce soutien de l'État, ils n'auraient pas cette force qu'ils ont aujourd'hui. Ensuite, il y a la masse salariale qui, elle, par contre, c'est celle qu'on voit sous les barrages, celle qu'on voit manifester, qui est la majorité. Et est-ce que
Parce que là, la situation, alors on a vu les revendications des organisations syndicales. Effectivement, ça parle de la levée de l'urgence, enfin du pass sanitaire. Ça parle d'une vraie et de la levée de l'obligation vaccinale aussi. La levée de l'obligation vaccinale. Ça parle d'une vraie politique pour effectivement permettre aux gens de retrouver de l'eau qui soit consommable et quotidienne dans leur logement. Voilà, il y a aussi la question de la vie chère. Enfin, il y a la vie chère, il y a le chlordécone, effectivement. Alors, le chlordécone, on n'a pas encore parlé, mais oui. Il y a des solutions, semble-t-il. Il y a des chercheurs locaux qui ont trouvé un moyen peut-être de nettoyer ces terres qui sont polluées. Avec les fameuses algues sargasses, en y faisant du charbon avec du charbon filtrant. D'accord. Qui absorberait le chlordécone. Alors c'est à l'étude, ils ont eu des résultats prometteurs, mais j'espère qu'ils auront les moyens de ce travail. Les sargasses chez vous, c'est un peu les algues vertes en Bretagne en fait. Exactement. C'est le même, c'est un peu le même processus. Le même processus, c'est lié à l'agriculture intensive. Des autres pays et qui font que les algues après se détachent et débarquent chez nous. Alors c'est l'effet pervers de la mondialisation. Étonnamment, alors que ça pète de partout, d'un seul, j'ai lu là que le gouvernement allait faire passer un décret pour reconnaître le chlordécone comme potentiellement cancérigène, etc. Alors que j'ai revu les images du grand débat sur les départements d'outre-mer avec Macron qui vient nous faire le show en nous disant oh oui mais non parce qu'on peut pas dire que ça soit enfin ces gens manient quand même le cynisme avec une aisance assez déconcertante. Tout à fait. Et là pour calmer un peu le jeu ils sont prêts à prendre un décret pour enfin voilà. Mais tu sais les promesses comme ça n'engage que ceux qui disent, hein, puisque, comme je te dis, en 2009, il y a eu des promesses de fait qui n'ont pas été tenues. Récemment, il y a eu une grande réunion avec les socioprofessionnels de Guadeloupe. Donc, ce sont des petits patrons de Guadeloupe qui ont des problèmes aussi à rejoindre les debout depuis la pandémie. Donc, il se pourrait même qu'eux-mêmes rentrent dans le mouvement de grève avec les salariés. Donc, ça va faire un... C'est-à-dire qu'ils vont être emmerdés parce que si les salariés du secteur privé se joignent aux salariés du secteur hospitalier, se joignent là-dessus les petits entrepreneurs et puis les gamins et les chômeurs qui n'ont pas de boulot. C'est ce qui va arriver malheureusement. Ça va faire quand même une grosse partie du système. Le pays sera bloqué, complètement bloqué. Et eux, c'est pour des promesses non tenues. Hein. Parce que tu sais, les promesses, on en fait beaucoup, mais on ne les tient pas. C'est ça. Et je crois que, tu vois, au début de notre entretien, on parlait de la départementalisation et du travail qu'avait fait ton grand-père sur le sujet, et qui, en fait, n'a pas porté, je pense, n'a pas porté les résultats des espoirs que ça avait créés. Alors, c'est ce qu'on peut croire aujourd'hui. Mais il faudrait remettre les choses dans leur contexte. En 1946, nos deux îles la Guyane sont exsangues. Malnutrition, tu sais, ces gamins qui vont avec des gros ventres, aucune infrastructure, les dispensaires, pas d'hôpital. Enfin, c'était assez dur. Je pense qu'il y a eu un moment où il y a eu un effort de fait, effectivement, où la départementalisation a joué son rôle, mais qu'au bout d'un moment, ce rôle s'est essoufflé. Je crois qu'il fallait à ce moment-là, d'ailleurs, je crois que mon grand-père dans les années 80 souhaitait une autonomie déjà à l'époque. Et lorsque Mitterrand est arrivé au pouvoir, il a parlé de décentralisation. Donc, ça a permis de faire ce qu'on appelle un moratoire entre sa demande d'autonomie. Mais c'était une étape, si tu veux, la départementalisation, une étape vers ensuite la décentralisation, puis ensuite l'autonomie. D'accord. C'était prévu dans le plan d'Aimé Césaire. C'était pas quelque chose qu'il voulait de façon permanente, qu'on allait que l'assimilation totale avec la France allait pouvoir durer, puisque on a des
on a des différences et on a des vécus totalement différents. Et alors, du coup, et ça va être mon dernier point. Du coup, donc là, pour essayer de se faufiler au travers de la difficulté, le gouvernement relance ce sujet de l'autonomie. Alors en plus, ils le font d'une façon mais totalement, comment dire, le grand Jacques, il avait ce mot abracadabrantesque. C'est-à-dire que visiblement c'est pas préparé, ça n'a pas été concerté. Enfin, ils s'en sont même pas parlé à Matignon ou à l'Élysée. Enfin, l'autre, il a jeté ça. Et donc, parce que l'indépendance, je crois que les Guadeloupéens ont été très clairs sur le sujet. Hein, et il y a eu un référendum local qui, pour leur demander s'ils souhaitaient être indépendants. Enfin, pas indépendant, autonome. Autonome. C'était sur l'autonomie. Et ils ont dit non, nous, pas de salisette. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, les choses seraient différentes? Je pense qu'il y a quand même une évolution quand même. Ah oui, il y a une grande évolution. Ah oui, je pense que oui. Et puis l'autonomie, ils comprennent mieux ce que ça veut dire. Aujourd'hui, on leur a fait croire à l'époque que l'autonomie, c'était plus proche de l'indépendance. Ouais. Or, ils savent très bien que si on est indépendant aujourd'hui en Guadeloupe, on ne le sera pas longtemps. Parce qu'on est dans le giron états-unien. Ah, oui. Les États-Unis sont à 2 pas de la Guadeloupe. J'en veux pour preuve ce qui s'est passé sur l'île de la Grenade. Je ne sais pas si tu te rappelles, c'était en 83. Il y a eu un coup d'État sur l'île de la Grenade. Et les Américains ont débarqué aussitôt. Ouais. Et Manu Militari. Hein, et avec le soutien en plus d'élus des autres îles anglaises comme la Dominique. Et le soutien, d'ailleurs, qui était, à mon avis, illégal de Mme Chevry, qui avait affrété un avion, Mme Chevry, qui était présidente du département de la Guadeloupe, affrété un avion pour Mme Charles, Eugenia Charles, Premier ministre de la Dominique, pour qu'elle puisse se rendre aux États-Unis et faire allégeance auprès de Ronald Reagan, qui était président des États-Unis à l'époque. D'accord. Donc, d'ailleurs, Mitterrand était furieux parce que quelque part, c'était une ingérence sur ses prérogatoires à lui, quoi, en tant que président, quoi. Mais il l'avait fait. Et c'est pour te dire combien les États-Unis. Oui, vous êtes vraiment très très proche Très très proche. Et mon grand-père m'a raconté que lorsqu'en 1946, il a été élu en Martinique député, les Américains se sont rapprochés de lui pour lui demander s'il avait besoin d'aide pour être indépendant. Il leur fournirait les armes contre les Français, sans problème. Oui, ça, Donc, de toute manière, à mon avis, l'indépendance, elle est pas évidente à avoir réellement. Je crois qu'il vaut mieux qu'on reste dans le giron français et qu'on ait des rapports un peu plus cordiaux, quoi. Moi, et donc, tu penses que les Guadeloupéens seraient, en ce début d'année 2020, 21, 22 bientôt, 22. J'avais mis année au pluriel, mais ça, c'est pas bien vu dans le texte. Ils seraient sensibles à quelque chose comme ça. Mais la question que je me pose, moi, c'est à quel moment ça va aider à solutionner les problèmes, quoi. C'est ça le sujet en réalité. Parce que autonome ou pas, oui, je suis d'accord avec toi. Si on prend pas les sujets à bras le corps et qu'on n'y met pas les moyens, enfin, je veux dire autant pisser en l'air, quoi. Enfin, ça fera pareil. Non, c'est vrai, mais bon, je crois que si problème nous avons sur place et que c'est résolu par les gens sur place, qu'il soit résolu ou pas, c'est une décision qui est prise sur place. Oui. C'est pas comme tu disais, du hors-sol. Oui. Hein, donc ça me paraît important quand même qu'on ait quand même cette possibilité-là. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, même si on fait un référendum, je crois qu'il y a eu quelqu'un qui a fait une bonne réponse à l'Assemblée nationale, c'est M. Mélenchon. C'est pas le moment, à mon avis, de résoudre ce problème-là maintenant, de savoir si on est autonome ou pas. Il faut d'abord résoudre les problèmes qu'on a actuellement, vraiment. Oui. Et après, on verra. C'est-à-dire que ça peut pas être une solution. Ça peut pas être une solution au problème. Ça peut être une étape supplémentaire une fois qu'on aura mis les choses. Exact. Et je crois que là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec Mélenchon là-dessus. D'accord. Ouais. D'accord. Ouais. On peut pas se quitter sur un malentendu, quoi. Bah oui, ce serait pas vraiment se quitter en plus. Non, mais quitter, c'est un pouvoir que récupérer et puis rien n'est réglé, c'est pas bon. Mais non, il faut d'abord régler. C'est clair. Là-dessus, il a raison. Ok. Beaucoup de gens dans l'Hexagone pensent que nous coûtons cher à la France. Ouais. Voilà. Et je crois que ça,
c'est une erreur grave. C'est un méchant malentendu. Hein, Ouais. Bah, puisque ouais. nous travaillons, nous produisons quelque chose, la force de travail, nous importons, nous consommons énormément des produits qui viennent de France. Donc, on crée de la richesse. En vérité. En vérité. Et puis, en plus, nous apportons à la France, par rapport à, tu sais, à tout ce qui est maritime, des kilomètres d'océan. Et quand un navire étranger passe, il paye une taxe à la France pour ça à chaque fois. Il paye, sur les eaux maritimes françaises. Je crois que la France est le deuxième pays au monde en matière de surface maritime. Oui. La deuxième zone maritime au monde, c'est la France. Et ça, la France, le droit, en fait, c'est quelque chose qu'ils ont grâce à d'outre-mer. Mais ça, voilà, j'achète pas du tout cette rhétorique, tu sais, qui consiste à dire ah ben oui, non mais vous savez, tout ça c'est des feignants, c'est des noirs là-bas, ils bossent pas, ils nous coûtent du pognon, ils font rien qu'à boire du rhum en se prélassant toute la journée. Je suis pas client. Je suis pas client du tout. C'est étonnant, hein. Mais non, je crois que les gens se rendent pas bien compte de ce que c'est, parce que quand tu vas pour 8 jours de vacances ou 10 jours de vacances, tu vois, dans un hôtel all inclusive, machin, ça va, t'es bien, il y a pas de problème. Tu vas dans un hôtel, passer 10 jours de vacances, même s'il est pas loin des quartiers nord de Marseille, tu vas te dire, tu vois, il n'y a pas de problème. Sauf que si tu vas dans les quartiers nord de Marseille ou si tu vas vivre avec les habitants à l'année, là, je pense que c'est pas du tout le même tabac. Et moi, je suis pas du tout client de ces rhétoriques-là. La preuve en est, d'ailleurs, c'est qu'on en a parlé. L'État français fait tout ce qu'il faut pour faire en sorte que rien ne se développe dans ces territoires en dehors de la mainmise de quelques-uns qui sont qui sont inféodés au système, et donc on fait en sorte de, encore une fois, moi quand j'ai pris conscience de ça m'a vraiment voilà, je suis très sensible à ces sujets-là, mais le fait qu'on sorte des Antilles toute cette population, cette jeunesse, cette force de travail, donc à partir du moment où on sait qu'elle est capable, eh ben non, il ne faut pas qu'elle reste là, elle vient tout de suite dans l'Hexagone, et on va la faire trimer dans les administrations, dans les machins, dans les trucs. Pour moi, la symbolique de ça, elle est effrayante. Elle est véritablement effrayante. C'est ce que Césaire appelle le génocide par substitution. Alors, ça, c'est un. Ben, j'en ai parlé dans mon billet, oui, je sais bien. Que tu as lu. Ça, c'était. C'était extrêmement fort parce qu'effectivement, le fait comme ça de remplacer, donc de prendre ces jeunes Antillais, ces jeunes Guadeloupéens, ces jeunes Martiniquais pour les envoyer en métropole, à l'époque en métropole, dans l'Hexagone, pour travailler dans les administrations et envoyer dans les administrations. C'est là où c'est quand même extrêmement vicieux. Envoyer dans les administrations. Avec des primes. Primes de chaleur, primes de voyage, il y a des primes. On disait les 40% de vie chère. Ouais, dans l'armée, ils appelaient ça faire du 5-5. Tu sais ? D'accord. Ouais, parce que en gros, c'était le COEF. Alors, aux Antilles, je sais pas, mais en Calédonie, c'était ça. En Calédonie, tu étais payé en francs pacifiques et en gros, tu faisais du 5-5. Tu vois, et c'était un truc. Et donc, on envoie les jeunes Antillais formés en métropole, et on envoie des Français blancs de Clichy-la-Garenne. On les envoie aux Antilles, qui pensent pouvoir éventuellement y trouver une vie de rêve, hein, mais je pense que le rêve dure pas longtemps. Et donc, on fait disparaître comme ça donc en fait on met la métropole au contrôle local, et on dilue parce que tu parlais de ce risque indépendantiste qui existait dans les années 60, qui existe peut-être un peu moins aujourd'hui,
Bon, il y a toujours les indépendantistes, mais comme je t'expliquais tout à l'heure, ce sont des gens qui sont de la bourgeoisie locale. Oui, oui. Non, mais en Bretagne aussi, on a toujours des indépendantistes. Mais enfin, dans les années 70, ils mettaient des bombes pour faire tomber les antennes de télévision, si tu veux. Les mecs, ils rigolaient pas, quoi. C'était pas des... Je pense qu'effectivement, la solution, c'est la pleine application de la devise républicaine. Liberté, égalité, fraternité. Et il n'y a que comme ça qu'on en sortira. Jean-Marc, merci beaucoup. Ben, ça fait un plaisir. Merci beaucoup, c'était très agréable. Qu'on aura l'occasion d'en reparler, parce que je crois que les choses vont évoluer. Je ne sais pas encore comment, mais ça va évoluer, ça c'est certain. Une chose est certaine, c'est que les Guadeloupéens ne lâcheront pas. Qu'un béret de pas molli, hein. Pas mal. En plus, tu l'as bien dit, Donc voilà, on compte sur vous, hein, parce que ça, mine de rien, tu sais, voir des gens qui résistent, ça donne de la force à ceux qui se demandent ou à ceux qui hésiteraient à y aller. Et c'est super important. Donc, que les Corses ont réagi comme ça. Ils ont dit oui, que les Guadeloupéens nous montrent l'exemple. Ouais. Non, mais vraiment. Et moi, je souhaite beaucoup de courage aux Guadeloupéennes et aux Guadeloupéens, aux Antillais en général, parce que nos gouvernants, ils vont pas lâcher l'affaire facilement non plus. Faut pas croire, ils ont des objectifs. Encore une fois, merci pour ta disponibilité, merci pour cet échange qui était vraiment très sympa, très agréable. J'espère qu'on aura l'occasion à nouveau d'en parler. Je te dis à très très bientôt. Merci Jean-Marc. À bientôt. Merci encore Guillaume. Salut.